qui fait le charme de la vie, c'est que les choses se passent jamais comme on les avait imaginées. Et ça me plaît, voilà. Donc c'est pour ça que j'adore ces deux mecs, parce qu'ils filment la vie avec une lucidité bienveillante extraordinaire. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends? Comme des trains dans la nuit. Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. On m'a confié il y a un peu plus de 82 ans le rôle de Claude Lelouch, donc je continue à faire le rôle de Claude Lelouch. Voilà. C'est bien, c'est un bon rôle. Alors écoutez, vous êtes dans un endroit que j'aime beaucoup parce que depuis 50 ans, c'est l'endroit que je fréquente le plus et c'est un endroit où tous les gens qui aiment le cinéma et qui ont la passion du cinéma sont venus présenter leurs films. Voilà, ça s'appelle le Club 13 et c'est 15 avenue Hoche. Nous, avec Eric, on peut presque dire que notre rencontre s'est faite presque grâce à Claude Lelouch, en parlant des films de Claude Lelouch, qui nous a tellement inspirés. Et on a dû se rencontrer à l'ARP il y a pas mal de temps déjà. Je pense qu'il y a deux rencontres. Il y a une rencontre physique avec Claude qui date d'il y a peut-être une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Mais notre rencontre avec Claude Lelouch, elle est plutôt dans l'enfance. Quand il nous envoie ses films et que nous, on les reçoit dans notre cerveau et qu'on les digère et qu'on voit comment on filme les gens, comment on observe le genre humain, comment on a cette précision à restituer le réel. Donc ça a été... et c'est vrai qu'Olivier dit inconsciemment, on s'est peut-être rencontrés à travers ça parce qu'on a besoin de références quand on veut se projeter dans l'avenir et qu'on est jeune et qu'on espère faire du cinéma. Il est peut-être celui qui envoie le message le plus rapide après la sortie d'un film. C'est-à-dire que quand il sort le film, on n'a pratiquement jamais plus de 48 heures avant d'avoir un message de Claude qui dit « J'ai été », généralement le matin. Mercredi même, hein, le mercredi matin, généralement le matin. Je crois que c'est quelqu'un qui aime bien voir les films le matin. Je vais être un des tout premiers. Je veux pas rater le début du film. Et je veux pas être influencé par les discussions des uns et des autres. Je veux dire que j'aime bien rentrer dans un film sans trop savoir ce que les autres en pensent. Donc j'aime bien être... Alors ici, c'est pour ça, avec cette salle de projection, j'ai la chance de voir les films avant les avant-premières. Je m'assois dans la salle, le rideau s'ouvre, et là, la magie commence. Mais si j'ai lu avant l'histoire, le synopsis, le casting, et déjà même les commentaires des uns et des autres, tout mon plaisir est foutu. Je veux dire, c'est comme dans la vie. Ce qui fait le charme de la vie, c'est que les choses se passent jamais comme on les avait imaginées. Et ça me plaît, voilà. Donc c'est pour ça que j'adore ces deux mecs, parce qu'ils filment la vie avec une lucidité bienveillante extraordinaire. C'est aujourd'hui une qualité primordiale. Je veux dire que leur bienveillance fait que je suis fier qu'ils aiment mes films. Oui, mais on va même plus loin avec Claude. C'est-à-dire que je me souviens ici, on lui a montré, alors que le film n'était même pas mixé, le sens de la fête, où on est venu, et Claude l'a vu entre nous deux, bien avant tout le monde, parce que ça nous intéressait d'avoir son ressenti. Et je vais même plus loin. En ce moment, on se reboote un peu avec Eric, on est reparti dans l'écriture. Mais avant l'écriture, il y a un préalable, c'est de revoir des films de Claude. Et quelle chance, il y en a 50. Donc on peut piocher, et dans notre bureau, on se regarde, on prend un DVD et on se regarde des films de Claude, parce que ça nous reboot. Nous qui aimons les acteurs, t'as eu sous tes yeux tous les plus grands acteurs français. Donc voilà, on choisit un film, on l'envoie, et ça nous inspire, ça nous motive. C'est comme relire un bon livre, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se remettre de la qualité sous les yeux. Et c'est marrant parce que nous, il y a toujours le même processus qui revient. On va revoir La Bonne Année, on va revoir L'aventure, c'est l'aventure, on va revoir Tout ça pour ça, on va revoir Itinéraire d'un enfant gâté, mais on va revoir aussi Robert et Robert. Il y a toujours
il y a toujours le bon, les méchants, il y a toujours quelque chose à réapprendre en fonction de la hauteur dans laquelle vous êtes arrivé dans la vie. On avait 40 ans quand on a regardé, mais maintenant on en a presque 50. Il faut encore redécouvrir des choses. C'est ce qui est d'ailleurs la qualité, je trouve, principale d'un film quand il vieillit, c'est qu'on puisse le revoir à plusieurs étapes de sa vie. On s'est souvent dit ça sur Ettore Scola et Nous nous sommes tant aimés. Ça fait partie des films. Quand on les revoit, c'est pas comme revoir un film, c'est le revoir, mais du point de vue où nous, on a un peu plus de vie derrière nous, et du coup, on a d'autres regards qui s'imposent à nous, et c'est pour ça que, pour moi, c'est ça aussi, c'est souvent on juge un film sur le moment, dans l'immédiateté, mais en vérité, il faudrait réévaluer un film sur le parcours qu'il a fait à travers le temps. C'est quoi un film ? C'est aussi un film qui traverse le temps. Oui, le seul critique qui compte, c'est le temps qui passe. Il y a les films qu'on va voir, il y a ceux qu'on va revoir, il y a les gens qu'on voit et ceux qu'on a envie de revoir. Voilà. Et on est tous le résultat d'influence. Je veux dire qu'on n'a rien inventé. On n'a rien inventé. Moi, quand j'arrive au monde, il y a La Grande Illusion et puis Blanche-Neige, le même jour. Voilà. Donc la barre est haute. Et c'est vrai que moi, j'ai essayé de comprendre et d'analyser d'où vient mon cinéma. Il vient de Chaplin, il vient de Tati, il vient de Chantons sous la pluie, il vient de Mikhail Kalatozov, voilà, et de Marcel Pagnol, et surtout de Sacha Guitry. Le chèque sans provision est une opération bancaire prévue au code d'instruction criminelle, et d'ailleurs c'est justice qu'il soit puni. Mais moi, voyez-vous, je serais d'une identique sévérité à l'égard des provisions sans chèque, parfaitement. J'estime que l'homme qui ne dépense pas ses revenus brise la cadence de la vie en interrompant la circulation monétaire. Il n'en a pas le droit. Je vais vous faire encore un chèque de 100 000 francs. L'art du cinéma, je veux dire, le cinéma, c'est avant tout l'art du montage ou du plan séquence. Et c'est cette alternance entre le plan séquence et le montage qui fait la jubilation d'un metteur en scène comme moi. Je veux dire que le montage, c'est l'art de compression qu'est le cinéma, puisqu'il va falloir raconter en 1h30 la vie d'un mec de 50 ans. Donc c'est un art de compression. Et le plan séquence, c'est à un moment donné, il y a 4 minutes dans la vie de ce mec qu'on ne peut pas couper. Il y a 4 minutes qu'il faut donner en intégrale sur les 50 ans, tu vois. J'ai besoin dans un film d'un plan séquence à un moment donné. T'en as fait des cultes, des plans séquences, t'en as fait des cultes. Oui, et puis c'est l'aristocratie de ce métier, parce qu'à un moment donné, on n'a pas droit à l'erreur, quoi. Je veux dire que d'un seul coup, tout doit être parfait. C'est lequel dont tu es le plus fier, plan séquence ? Celui des uns et les autres La traversée de Paris. Parce que c'est un plan séquence de 9 minutes. C'est la plus grande cascade de cinéma sans trucage. Risqué. Et risqué. Donc il y a quand même 18 feux rouges, il y a 3 stops, 4 sens interdits. Bon, on peut le faire avec des autorisations en bloquant, comme on l'a fait à Monte-Carlo la semaine dernière. La ville était bloquée, donc, mais j'ai pas pris mon pied. Parce que il n'y avait pas le danger. J'étais au cinéma, c'était truqué. Je suis plus connu dans le monde avec ce court-métrage qu'avec Un homme et une femme. En tout cas, il y a autre chose que tu dis à un moment, je t'ai entendu dans une émission récemment, et qui résonne bien, et que cette idée de plan séquence et de montage, c'est que quand on filme, on est totalement au présent. Et que dans nos vies, on a beaucoup de mal à être au présent. On est souvent en train d'essayer de retravailler le passé ou d'anticiper le futur. Mais cette difficulté, alors encore plus aujourd'hui dans une société complexe, on a du mal à appréhender ce temps présent. Et finalement, quand on est au cinéma, on est en train de filmer le présent, de le capturer. Mais on ne peut filmer... D'abord, la seule chose qui nous appartienne, c'est le présent. C'est la seule chose qui nous appartienne. Tout le reste, on en est les gardiens. Le passé... C'est comme si tu serrais un mort dans tes bras. Bon, c'est pas terrible, tu vois. Et le futur, c'est un tel point d'interrogation qui nous fait peur. Le présent, c'est magique. D'ailleurs, le mot le plus magique du cinéma, c'est action. C'est génial. Quand je t'ai entendu dire ça, je trouvais que c'est vrai que c'était assez... Parce que d'un seul coup, tous les raisonnements passent à la trappe. Toute la réflexion passe à la trappe. Parce que dans le mot action, il y a le mot présent. Et là, on est confronté à des réalités. Et non plus à des suppositions.
et non plus à des raisonnements. Même un acteur, on le réveille avec ça. D'un seul coup, on lui dit avant la prise, tu vas dire ça, etc. Bon, il réfléchit, il pense, etc. Et puis à un moment donné, action. Et d'un seul coup, c'est comme un boxeur sur un ring, c'est-à-dire qu'il va être obligé de répondre au coup que l'autre va lui donner. Et là, ça devient sublime, parce que dans le coin, avant le round, le manager lui dit, alors tu vas faire ci, tu vas faire ça, puis à un moment donné, tu vas te déplacer à gauche, tu vas lui mettre un uppercut. D'accord, ok. Tu vas lui mettre un uppercut, pas si c'est François Fabien. Action. Et là, c'est pas vrai, prévu, il n'a pas prévu, il se retrouve sur son cul, il est KO par terre, et là, il faut réinventer tout. Donc c'est pour ça que le présent, c'est la grande star de la vie. C'est la seule chose qui nous appartienne. C'est la seule chose qui nous appartienne. Et ce petit moment qu'on vit là, personne ne peut nous le piquer. Oh putain! Oh le putain! Oh, ça fait du bien ça! C'est bon ça. C'est bien! Elle est nerveuse! Et ce qui est fascinant, c'est que dans tout le travail qu'on essaye de faire au cinéma et que tu racontes là, il y a une espèce de mélange entre le faux et le vrai qui est tout le temps là. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, pour reprendre une phrase de Tout ça pour ça, il y a du faux dans le vrai, il y a du vrai dans le faux. Ça s'applique bien au cinéma. C'est-à-dire qu'on veut toujours notre obsession autour d'un plateau, c'est dire, attention, il faut que ce soit le plus proche de la réalité. Il faut qu'on y croie. On est vraiment des croyants. Ouais, ça, faut passer le premier mensonge. C'est ce que j'aime. Moi, si je ne crois pas à l'histoire qu'on me propose, je rentre pas dans le film. J'aime tous les genres, si j'y crois. Mais si à un moment donné, je me dis, c'est du cinéma, je décroche. Ça paraît idiot, mais pour moi... C'est peut-être pour ça que quand tu dis action, tu cherches à aller vraiment dans le plus vrai du faux qui existe. C'est-à-dire être dans quelque chose auquel on se dit, mais ce geste-là me trahit quelque chose de vrai. Cette spontanéité-là Et en fait, plus on est vrai, plus on est touché en tant qu'être humain dans la salle, de se dire que finalement, peut-être on est moins seul au monde et qu'on voit chez l'autre quelque chose... Oui, parce qu'on est dans un monde de tricheurs et de menteurs. Donc les parfums de vérité ont une valeur absolument incroyable. Et quand on arrive à filmer ces petits parfums de vérité, c'est pour ça que certains films sont un peu plus importants que d'autres. Parce qu'à un moment donné, personne ne détient la vérité. Personne. Mais les parfums de vérité existent. C'est pour ça que moi, je me suis donné beaucoup de mal pour filmer la spontanéité, qui est à mi-chemin entre le mensonge et la vérité. Vous voyez ? Mais quand on est spontané, on peut dire toutes les conneries de la Terre, ça passe. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans l'aventure, c'est l'aventure, je leur fais dire toutes les horreurs de la Terre. Mais ils sont tellement spontanés que ça passe très bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, la spontanéité, c'est la star de mon cinéma. J'aimerais qu'on dise un jour que j'étais le metteur en scène de la spontanéité. Nous avons voulu être libres, et nous sommes libres. Croyez-moi, il vaut mieux un bon patron qu'un mauvais serviteur. Un chemin le plus court pour aller de la barbarie à la décadence passe par la civilisation. J'ai à vendre une Mercedes première main 71 décapotable, 6000 km. Et tu vois, je repense à un cinéaste qu'on aime beaucoup aussi, c'est Claude Sautet, et on regardait un making-of quand on préparait Le Sens de la Fête sur Garçon. Et Dabadi donnait une anecdote tellement... pour raconter que finalement, le détail de ce petit fragment de vérité dont parle Claude, il disait qu'il y avait dans une brasserie un gars qui avait toujours son cendrier avec la clope qui était fumante comme ça, et il faisait son service et de temps en temps il s'arrêtait, il tirait sur sa clope et il la reposait. Et en voyant ça, son personnage est arrivé. C'est par le fragment de vérité dont parle Claude que on attrape le personnage, et que de temps en temps, nous, quand on parle avec Olivier, on a la chance d'être deux tout le temps, comme tu as pu l'être avec des co-scénaristes, mais nous, on vit ensemble depuis longtemps. On va revenir le matin, on va dire, j'ai vu un fragment, note-le. Et c'est comme ça que parfois les personnages, on arrive à les faire vivre. Vous avez beaucoup de chance parce que vous discutez à deux. Moi, je discute tout seul. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je radote. Et c'est vrai que quand on discute tout seul, mais c'est pas mal de radoter, ça veut dire qu'on est sûr des choses qu'on est en train de dire.
Mais c'est vrai que je suis un peu jaloux de vous deux. Parce que j'aurais bien aimé trouver un autre zigoto comme moi, avec qui j'aurais pu... T'as travaillé, t'as eu des collaborations très fortes, comme par exemple en musique. Oui, non, sur le plan... ça a été ton partenaire pendant des années. Oui, scénaristiquement, il y a eu des gens avec... Pierre Witterven, avec qui j'ai beaucoup travaillé et qui était un peu à mon opposé, comme ça. J'ai besoin de gens complémentaires. Je veux dire que... Mais c'est vrai que vous faites un très joli couple. Un très joli couple. Et je suis un peu jaloux, parce que moi, j'ai des coups de fatigue, des fois. Et puis, à l'âge que j'ai, comme ça, j'aimerais bien avoir... voilà. Vous êtes peu à détenir ce record, et ça, on peut s'attarder 1 minute dessus, sur le nombre de films. Parce que effectivement, il y a Woody Allen. Je crois que Woody Allen, il doit être à 40 ou un truc comme ça. Non, il est comme moi. On fait 50 ensemble. Mais... c'est-à-dire, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent connaissent l'énergie et l'investissement psychique et physique qu'il y a dans un tournage et dans un film, c'est-à-dire avant de l'écrire. Mais nous, par exemple, à 2, et il me fait marrer quand il dit on est jaloux, parce que nous, à moins de 3 ans, il n'y a rien qui sort entre 2 films. Et donc, cette énergie à renouveler, il y a des gens qui, en fait, vivent cinéma plus fort en rythme de cardiaque, quoi. C'est pour arriver à sortir les films comme ça. Et aussi parce que je pense que tu es beaucoup plus heureux sur un plateau que nulle part ailleurs. J'imagine que moi, ça doit être ça. Je vais faire mon 50e film, ça va être mes 50e vacances. Voilà, c'est quand je tourne que je suis en vacances. Je veux dire que c'est le moment où je suis à 300%. Je veux dire que l'écriture, c'est un moment merveilleux, mais c'est le temps des questions. Il y a le temps du rêve avant l'écriture. Après, il y a le tournage qui est magique, c'est les vacances. Et puis après, il y a le montage. Alors là, c'est la récompense ou la punition, parce qu'on voit ce qui marche et ce qui marche pas. Et puis après, il y a l'addition, c'est la sortie du film. Ça, c'est un cauchemar. Si je pouvais faire des films sans les sortir, j'en aurais fait 2 fois plus. Mais qu'est-ce que tu fais de ton angoisse ? Parce que c'est quand même une vraie question. C'est-à-dire, le tournage, pour moi, c'est pas des vacances. Mais j'aimerais bien dire comme toi que c'est des vacances. Mais j'ai tellement je pense que c'est un caractère. Tu as été doté d'un caractère optimiste. Tes parents t'ont élevé avec une forme d'optimisme. Non, parce que le tournage, c'est le présent. Et je sais qu'il m'appartient. Et je sais que je peux tout faire. Et que je peux tout changer. Et chaque seconde, je suis pointu parce que la moindre réaction d'un acteur, sa critique, le soleil qui arrive dans une fenêtre, un machin, il faut que je sois attentif comme un joueur de tennis au moment d'une compétition. Je veux dire que chaque balle, j'ai pas le droit de penser à autre chose qu'à la balle. Voilà. Et à ce moment-là, je ne pense plus au reste, je ne pense plus à mes enfants, à ma famille, à ma femme. Et donc à ce moment-là, et puis je suis spectateur. Je suis spectateur, je me mets à rire ou à pleurer ou à avoir la chair de poule. Et puis surtout, je continue à être auteur, puisque j'écris les scènes que je préfère de tous mes films sont celles qui n'étaient pas dans le scénario. C'est-à-dire que toutes les scènes dont les gens parlent sont des scènes qui n'étaient pas dans le scénario, qui sont nées sur le tournage. Parce que le tournage a plus d'imagination que moi. J'assiste au mariage, à ce moment-là, des uns et des autres, et d'un seul coup, j'ai vraiment des idées. C'est là que j'ai le plus d'idées, c'est au moment du tournage. Moi, mon scénario, c'est une roue de secours au cas où on ne serait pas en forme. Mais dès que je suis sur le plateau, voir le sourire d'un acteur que j'avais pas écrit, ou la méfiance d'un autre me fait dévier complètement le scénario, fait qu'à un moment donné, quand j'arrive à la fin d'Un homme qui me plaît avec Annie Girardot, je sais toujours pas si Jean-Paul va descendre de l'avion ou pas. Je ne le sais pas. Et je veux pas connaître la fin de mes films. Et quand j'écris de temps en temps la fin d'un de mes films, je rêve que d'une chose, c'est de la changer. J'espère que la vie aura pu... Nous, faut être honnête, on a souvent changé. Parce que l'incarnation, les acteurs, en même temps, le tournage te parle aussi. Le tournage te donne des signaux. Et... Moi, j'essaie de tourner mes films en continuité. Donc, chaque scène invente celle d'après. C'est-à-dire que tous les soirs, quand j'ai tourné la scène du jour, je me remets au travail pendant la nuit sur la scène du lendemain parce que il s'est passé des choses que moi j'avais pas prévues. Donc c'est comme dans la vie, je veux dire que chaque seconde invente la seconde d'après. Et c'est pour ça que cette fameuse caméra stylo dont parlait Alexandre Astruc, elle est là, on l'a. Moi, ce portable va changer ma vie de cinéaste. J'ai retrouvé mes 18 ans. Je sais que je ne vais plus tourner qu'avec ça.
parce que j'ai besoin d'être de plus en plus léger, peut-être parce que je suis vieux et qu'une caméra de 20 kilos commence à me faire chier. Mais c'est vrai que le monde est en train de changer. Il y a 7 milliards de gens en ce moment qui tournent. Regardez ce qui s'est passé pendant le confinement. On a vu des petits chefs-d'œuvre tournés par des amateurs dans la rue, chez eux. Donc je crois au cinéma. Je crois au cinéma comme d'autres croient en Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je suis sûr qu'un jour, un film sera tellement beau, tellement réussi, tellement extraordinaire, qu'il va changer l'histoire du monde en 2 heures. En 2 heures. Et ça, on a ce besoin. que nous dit Claude à chaque fois. Donc à chaque fois, on repart en disant merde, comment on peut faire pour faire ce fameux film dont il... C'est peut-être vous qui allez le faire. Attention les gars, vous foutez pas, ne riez pas de ça, ne riez pas. Vous avez la possibilité de le faire. Je sais pas qui va le faire. Et c'est un peu ce que ces 2 voyous ont fait en France. Avec Intouchables, ils ont franchi toutes les limites. Donc c'est pour ça qu'il faut les surveiller de l'œil. Je pense qu'on a tous envie de changer le monde. Quand on fait un film, c'est vrai, on se dit, il faut que ça impacte les gens et quand ils sortent de la salle, il faut... Moi, je vais vous dire le truc qui peut être le plus vexant et le plus humiliant pour Olivier et moi. C'est quelqu'un qui sort du film et qui dit oui, c'était sympa. Je veux dire, cette neutralité ou cette... Non, on a envie de quelqu'un qui dit ça m'a bouleversé, ça m'a chamboulé, que j'ai envie de continuer à en discuter, qu'on s'oppose sur le film, qu'on s'engueule sur le film, qu'on dise c'est trop comme ça, non, c'est trop comme ça. Moi, j'ai compris ça. En fait, on ne cherche qu'à piquer les gens, qu'à les faire réagir. Le film Hors Norme qu'on a fait le dernier traite de l'autisme et beaucoup de gens, quand on est dans les salles, nous parlaient du dernier film qui était Rain Man, qui avait traité de l'autisme, comme si la dernière fois qu'ils avaient réfléchi à ce concept, c'était déjà au cinéma, comme si la réalité ne les avait pas atteints, et donc ça veut bien dire que le cinéma structure des représentations dans plein de domaines. Et si on te demande comment tu es venu ? En métro. En passant par quelle station ? Saint-Lazare. Et ensuite ? Port de Champéret. Yes ! Je vais tout déchirer. Bah, j'espère bien. Enfin, pas tout quand même, hein. Je crois que la qualité principale d'un metteur en scène, c'est l'esprit de synthèse. C'est-à-dire aller à l'essentiel. J'ai hâte de voir les films et les romans et la musique qui vont naître de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Ça va changer quelque chose, ça va changer, on n'est pas devin, on ne sait pas, mais ça va changer quelque chose. Tout ce qu'on a vécu mondialement, ça va résonner. C'est sûr qu'il va y avoir des pièces qui vont s'appeler Journal d'un confinement, Ma mère chez mon confinement, Retour chez mon oncle avec mon enfant confiné. Enfin, c'est sûr que ça va laisser des traces. Il ne faut pas oublier que pendant cette période-là, ces fameuses plateformes ont augmenté de 25% ou 20% leur consommation et que à n'importe quel moment, on a tous besoin de la fiction pour passer ces moments, pour penser nos plaies. On a besoin de se réfugier dans la fiction. Et pour beaucoup, ça a été l'occasion de se repencher sur les classiques et pas que les derniers films ou les dernières séries. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Heureusement que j'avais des films. Heureusement que je pouvais m'échapper aussi et ça a aidé à passer ce moment. Notre première envie, quand on va écrire un film, on n'a même pas d'idée, on se punaise des photos d'acteurs dans notre bureau. Ça passe par là, évidemment. On raconte des histoires, des instantanés de notre époque. À chaque fois, on fait des films pour parler de ce qu'on vit, de ce qui nous touche, mais dans le moment présent. Et les acteurs, nous, c'est ça qui nous fascine. Donc, on est attiré vers eux. Mais sur les histoires, d'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que Claude en pense. Mais sur les histoires, moi, je pense que quand on raconte une histoire et que le documentaire est là, la présence de la caméra conditionne les personnes. Et du coup, moi, je préfère qu'on parte du postulat que tout est faux et qu'on va tenter la vérité, plutôt que de dire que la personne est là et qu'elle voit la caméra et du coup que ça conditionne. Moi, je me rappelle d'une phrase de Derrida qui avait dit ça sur les Américains. Il avait dit un truc, il avait dit « Ils se comportent toujours comme s'ils étaient filmés ». Les Américains. Et c'est vrai qu'un Américain, il dit « Wow, how are you ?» Il y a quelque chose presque de quand on est filmé, on sait qu'on est filmé et du coup, on fait attention à son image. Alors que l'acteur, lui, il lâche ça pour être totalement dans le personnage. Moi, je suis beaucoup plus sensible à la fiction. Mais... Oui, mais moi, je me souviens, enfin, je remonte à mes premières émotions cinématographiques. Ma mère me cachait sous l'occupation dans les salles de cinéma. C'était un des rares endroits où on n'arrêtait pas les Juifs. Et donc, quand j'ai vu les premiers films, je me suis dit, c'est les mêmes que ceux qui sont dans la rue, mais en mieux, en plus réussi. Ils sont plus courageux, ils sont plus beaux, ils sont plus intelligents. C'est les mêmes, mais en plus réussi. Donc j'ai très vite eu envie de fréquenter ce monde qui était un peu mieux réussi que celui qui était dans la rue. Moi, toute ma vie, je n'ai fait que des films basés sur mes observations. Je veux dire, tout ce que j'ai raconté dans mes films,
tous les hommes et les femmes que j'ai filmés, c'est des gens que j'ai croisés à un moment donné. Il n'y a pas de héros dans mes films, ni de salauds. Il y a des gens qui sont un peu moins dégueulasses que les autres. Voilà. Et j'ai jamais menti. J'ai toujours exagéré. Donc c'est ce cinéma-là que j'aime. C'est ce cinéma qui va forcer même ceux qui veulent pas rêver à rêver. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un côté positif. On est dans un monde où le négatif est plus fort que le positif. Je remercierai jamais assez tous les gens qui m'ont dit non. Ça m'a permis de trouver ceux qui m'ont dit oui. Et c'est avec ces oui que j'ai fait 50 films. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais chaque non, pour moi, est important. Ça me dit, c'est que j'ai pas trouvé la bonne personne. Quand un acteur me dit non, c'est que je dois en trouver un qui est meilleur. Par exemple, quand je parle avec un acteur, j'adore la spontanéité, en toute chose. Je raconte à un acteur un rôle, je lui dis voilà, etc. S'il me dit je vais réfléchir, je le prends plus. S'il me dit pas oui tout de suite, ça m'intéresse plus. Je me dis je vais être obligé de me battre avec lui pendant 7 semaines pour lui faire admettre. Voilà. Alors que le mec il dit bon écoute je t'appelle demain, je vais réfléchir. Pour moi c'est fini, je le prends plus. On se faisait la réflexion par rapport au devis, peut-être de passer directement au plat principal, parce que comme on se situe déjà dans le haut de la fourchette... Ah non. Non, je crois pas que vous soyez dans le haut de la fourchette. Vous êtes dans la fourchette standard. Mais si vous voulez, on peut réfléchir ensemble sur l'entrée. Faire quelque chose de plus léger. Donc de moins cher. De plus léger. Écoutez, moi, baisser le budget, on l'a déjà fait plusieurs fois. Hein. Je suis pas contre essayer encore, c'est pas un problème. Bah c'est l'idée, Ouais. hein, je vous cache pas. Bah, j'avais un peu compris, je vous cache pas. En faisant une psychanalyse à micro ouvert, je comprends en entendant Claude pourquoi, en fait, j'ai adhéré d'un point de vue personnel pour le coup, et Olivier peut-être à d'autres raisons, pas toujours les mêmes, mais pourquoi j'ai adhéré à son cinéma ? Parce qu'en fait, je pense que cette soif de positif, elle me manquait plus jeune et que j'avais besoin d'entendre cette voix-là. Et c'est marrant parce que ce qu'il raconte, je suis en train de lire les mémoires de Woody Allen et ce qu'il raconte dans les salles quand il dit « je voyais des gens », Woody Allen dit exactement la même chose. Il dit qu'il se faisait chier à Brooklyn, que tout était pourri dans sa famille, il parlait que de trucs hyper angoissants, etc. Et qu'il aimait voir les gens qui étaient à Manhattan, dans des très belles maisons, en train de boire de l'alcool, qui n'avaient pas de problème. Et à un moment, il dit, très Woody Allen, il dit, contrairement à ma mère, qui, quand le téléphone sonnait, c'est toujours pour une bonne nouvelle, alors que ma mère, elle se prenait le pied dans le meuble pour apprendre que son frère avait eu un cancer de je ne sais quoi, et que donc ça allait être une galère de plus. Alors voilà, eux, ils avaient que des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose effectivement de magnifique au cinéma, mais en même temps, j'ai entendu une phrase dont j'ai parlé à Olivier hier matin, que j'ai entendu de Claude dans une émission qu'il a faite. C'est sur la bonne année et c'est sur le plan de fameux plan à la fin de Lino Ventura où tu lui dis, et ça m'a fait penser à un truc, il parlait d'amour et ça m'a fait penser à une chanson de Jodassin qui dit « Tu seras à la fois toi et moi ». C'est-à-dire qu'il demandait à Lino Ventura de jouer un macho qui devait pardonner d'avoir été trompé, et Claude, dans sa côté positif, disait « tu dois pardonner », et si je ne m'abuse, Ventura disait « moi je pardonnerai pas ». Et à un moment, ce qu'il filme, c'est la rencontre du metteur en scène avec l'acteur. Et c'est là que ça devient super intéressant pour nous, spectateurs, et ce qu'il n'y a peut-être pas dans le documentaire, c'est que vous avez dans le personnage de Lino Ventura, la moitié de son visage qui est Claude Lelouch, et l'autre qui dit non. Et d'un coup, cette nuance est magnifique. Et oui, c'est ça qui est formidable, c'est qu'à un moment donné, il y a le metteur en scène qui donne une indication précise, et puis il y a l'instinct de l'acteur qui pense le contraire. Et c'est parce qu'il joue à la fois pour lui et pour moi que le plan est magnifique. C'est-à-dire que on est à 50-50. Ça, c'est pour nous, un cinéaste, c'est comme un aphorisme. C'est-à-dire que on l'a tellement vécu, ce qu'il dit. C'est-à-dire de rentrer avec Vincent Cassel, on est obligé de rentrer dans une relation. Si on veut diriger un acteur, on ne peut pas rester en dehors. On est obligé de devenir son ami, son confident. Sa vie nous concerne. C'est-à-dire qu'à un moment, ses problèmes, où il en est dans sa vie, on épouse sa vie à un moment, mais complètement avec Jean-Pierre Bacry. Et à ce moment-là, vous pouvez lui demander des choses. Si vous n'êtes pas rentré, ce sera très distant. Non, de toute façon, on essaye de l'avoir avant même le tournage. On sent les choses, on sent que ça va bien se passer. Nous, on a quand même démarré notre premier film avec Depardieu, donc il fallait rentrer en relation avec lui. Et c'est vrai que je me souviens très bien que tous les matins, enfin tous les soirs, on se disait, j'espère qu'il sera là demain.
en forme pour tourner. On est à. Et on allait passer la soirée avec lui. Voilà, on était obligé d'aller passer la soirée avec lui dans son restaurant. Et donc on rentrait pour pouvoir demander à quelqu'un de se mettre à poil au sens propre, mais plutôt au sens figuré devant la caméra. Il faut rentrer en contact. Et donc quand il dit effectivement qu'à un moment il y a cette lutte et que le hasard fait que ça arrive à la fin du film et que donc vous avez l'ultime combat de boxe entre je suis toi et tu es moi et moi je suis toi, parce qu'à un moment... Et puis on sait de quoi on parle. On n'aurait pas pu tourner ce film le premier jour de tournage. Ce plan-là, tu le tournes le premier jour de tournage. Heureusement que la bobine n'a pas lâché juste avant le sourire. Heureusement qu'il te restait encore un peu de métrage. Bien un café. Et j'aurais adoré avoir du numérique. Il aurait duré 10 minutes. Le plan aurait duré, on y sera encore. Ah ben on y sera encore, c'est sûr. Voir Lino. Parce que la réflexion de Lino à ce moment-là, il y avait une tempête sous sa tête. Il se disait, mais qu'est-ce que va dire ma femme en voyant le film ? Il en était là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la direction d'acteur, c'est quoi ? C'est pas sur le plateau qu'on l'a fait. C'est en déjeunant avec eux, c'est en les voyant, c'est en les fréquentant, c'est parce que les acteurs nous disent des choses et nous, on leur dit des choses qu'on n'oserait même pas dire à notre propre femme. Je veux dire que moi, j'ai dit des choses aux acteurs, c'est d'une impudeur terrible, c'est un métier terrible. Mais parce qu'ils se mettent tellement à nu aussi devant nous et pour nous, puisqu'on leur exige tellement d'eux qu'à un moment, on peut pas ne pas être amis, on doit être tout, confident, amis, potes. Ils ont le sentiment d'être chez un psy. Je veux dire, on leur fait chaque film pour eux, et puis pour moi aussi. Moi, j'ai fait 50 psychanalyses en faisant mes films, quoi. Mais c'est voilà pour vous dire que pour nous, quand on entend ça, c'est comme un aphorisme, c'est-à-dire qu'on dit ah, donc c'est vrai, c'est dit exactement comme on le ressent quand on fait un film. Effectivement, à un moment, il y a un combat entre eux, et alors nous en plus on est deux, donc on est encore plus galère, c'est-à-dire qu'on envoie deux vibes dans la tête de l'acteur. Ventura, il nous aurait mis des tartes. Mais Jean-Pierre Bacri, c'était pas facile, parce que Jean-Pierre, il nous regardait, il disait bon, il vient de me parler là, tu vas venir me parler là, tu vas venir me dire qu'est-ce que tu vas venir, ne me dis pas le contraire. Non. Et on envoie, et à un moment, c'est vrai que si on est deux, c'est parce qu'on a deux choses à dire et qu'il faut faire la synthèse. Il a raison, c'est une synthèse. Et à un moment, la pellicule va imprimer cette synthèse pour la postérité. Et c'est le mot action. Et c'est le présent. Et c'est le mot action. Présent, exactement. À un moment donné, l'essentiel va être plus fort que tous les raisonnements. Mais la direction d'acteur, ça n'existe pas. Il y a la préparation. On est des coachs. Les acteurs sont des sportifs de très très haut niveau. Et on est là pour les faire sauter un peu plus haut que d'habitude et courir un peu plus vite que d'habitude. C'est pour ça qu'on est croyant comme Claude, on cherche le miracle. On le cherche, on le guette, on dit, voilà. Il va arriver. C'est en mettant toute cette équation sur la table qu'à un moment, allez, vite, action, parce qu'il va arriver le miracle. On le guette. Ça. Quand tu as eu le miracle avec Annie Girardot face à Boujna, c'est un miracle. C'est un miracle. T'aurais jamais pu le... C'est un miracle. Et ce miracle vient de la vie. Je veux dire, le grand metteur en scène, ce jour-là, c'est pas Claude Lelouch, c'est la vie. Elle vient me voir le matin. Claude, je peux pas tourner aujourd'hui, j'ai pas la tête à ça. Mon mec me trompe, ma mère est malade, ma fille fait des conneries, mon banquier me dit que je suis à découvert. Il faut que tu me laisses aller à Paris 24 heures régler tout ça, mais je peux pas tourner. Je lui dis écoute Annie, tu as raison, je te prépare une voiture, tu me fais une prise et tu te casses. Et comme elle n'avait pas envie de faire de prise, le plus grand metteur en scène du monde aujourd'hui, c'est celui qui lui dit tu vas faire qu'une prise et tu te casses. Et ce qu'elle a envie, c'est pas de tourner, c'est de se casser. Et c'est parce qu'elle a envie de se casser qu'elle se dit j'ai pas envie de faire une deuxième prise. Et là, elle lâche tout. Elle lâche tout et on était sur le cul à la fin de la prise. Boujna peut pas dire un mot et les techniciens se sont mis à applaudir. Voilà. Et Annie, à un moment donné, m'a dit tu veux que je t'en refasse une autre? Parce qu'à ce moment-là, le métier d'acteur a été encore plus fort que les emmerdements. Elle a vu qu'on était tellement enthousiastes, on avait applaudi sur le plateau. J'ai dit, si tu veux en refaire une deuxième, la deuxième était nulle. Parce que d'un seul coup, elle était redevenue une actrice. Oui, mais c'est là aussi que ça rejoint ce que tu as dit, c'est-à-dire c'est là que le présent a été capté. Et en fait, là, à ce moment-là, t'as même pas besoin, ça sert à rien de la refaire. J'aurais jamais pu mettre ça sur un bout de papier. Et là, le grand metteur en scène, c'était pas moi, c'était la vie.